Jacques Descargues, je suis président d'une association locale à Anglet qui s'appelle 50 ans la barre, qui est sensibilisée sur les enjeux environnementaux. Cette association est membre du CAD et donc je suis également membre du CAD. Et je suis également membre de l'association Forêt Vivante des Pyrénées qui est mobilisée sur le projet ECO et le projet Garlin Biochar. Voilà, donc le collectif Forêt Vivante Pyrénées est un collectif qui compte maintenant 67 associations, à peu près la moitié du côté Béarn et la moitié du côté Pays Basque. Il y a deux problématiques un petit peu différentes, mais ce sont les mêmes enjeux. Et donc ce collectif, effectivement, travaille de concert pour augmenter la mobilisation contre ces projets qui sont particulièrement dangereux pour les forêts, mais également pour les habitants et la société. Alors moi, je m'appelle Jeanne Fultz. Je suis arrivée au collectif au tout début en suppléance d'un président de notre association locale à Sauveterre de Béarn qui s'appelle APQV. Mais j'avais juste avant, l'année d'avant, j'avais monté un collectif moi-même pour sauver des arbres à Sauveterre de Béarn. Et du coup, je me suis accrochée, je suis restée. Donc cette toute première réunion, elle avait lieu fin octobre 2023, suite au début de la concertation publique sur le projet ECO. Et je représente au sein du collectif le GNSA, qui est l'association de Thomas Braille, qui est venu nous soutenir très tôt dans notre lutte contre ce projet ECO. Et maintenant, depuis le printemps dernier, également contre un projet de biochar à Garlin, qui va récolter aussi énormément de bois dans nos forêts. Alors sur le projet ECO lui-même, ça part d'un bon sentiment, du moins au niveau des enjeux climatiques, c'est de vouloir effectivement décarboner l'aviation, puisque l'aviation qui est en plein développement est très émetteur de CO2 et donc très perturbateur au niveau du climat. Donc l'idée, c'est de dire, l'Union européenne a dit il faut réduire les émissions de kérosène, ou du moins les émissions de CO2 via le kérosène, et donc il a imposé, par sa réglementation, l'introduction de carburants décarbonés, ce qu'ils appellent des SAFT, dans le carburant pour les avions. D'où derrière des lancements de projets pour trouver et produire ces nouveaux carburants. Donc sur le projet ECO de Lac, c'est un projet de dimension nationale et européenne, emblématique, puisque c'est un projet qui devrait mobiliser 2 milliards d'investissements. Et on sait bien que ce genre de projet, les 2 milliards annoncés au départ, ça se multiplie, c'est au moins 3 milliards et peut-être 4. Donc c'est vraiment un projet extrêmement important et au niveau national et européen. Et c'est un projet qui rentre dans la stratégie bas carbone de la France et de l'Europe, avec des enjeux très lourds, puisque le marché des biocarburants pour 2050 était évalué par la communauté financière à 550 milliards d'euros, ce qui suscite quelques appétits. Donc sur le projet ECO lui-même de Lac, il est prévu d'installer 3 usines. Une usine qui fabriquerait du carburant décarboné, donc de l'éthanol, à partir du CO2. Donc ça serait une usine pour le transport maritime, qui lui aussi est le plus polluant, puisque le carburant utilisé dans les bateaux consomme l'énergie fossile, le pétrole le plus polluant. C'est vraiment les déchets, les résidus
du pétrole que l'on met dans les bateaux. Donc là, il y a un projet, une unité industrielle pour produire de l'éthanol qui serait fabriqué avec de l'hydrogène et du CO2 recyclé. Ensuite, il y a une usine qui fabriquerait du e-biokérosène, voilà, qui est électro, bio, kérosène. Et là, cette usine fabriquerait ce nouveau carburant avec de la biomasse forestière, puisque les arbres contiennent du carbone, donc on fait carrément effectivement une opération chimique pour transformer le carbone des arbres dans un liquide qui, mélangé avec de l'hydrogène, permet de fabriquer du kérosène. Et la troisième usine, c'est l'usine qui fabrique de l'hydrogène. Car dans les deux projets, l'hydrogène est essentiel pour fabriquer ces nouveaux carburants. Voilà, le montage technique, c'est celui-ci. Ça paraît effectivement séduisant dans ces objectifs. C'est quand on rentre effectivement dans le dossier à la fois industriel et à la fois économique, mais également écologique, que l'on s'aperçoit de toutes les failles du projet. Donc il faudrait, pour produire le CO2 nécessaire, 300 000 tonnes de matière ligneuse sèche, ce qui représente 500 000 tonnes de bois vert. Après, c'est quasiment impossible de dire ce que ça représente en hectares, parce que tout dépend de la façon dont le bois est récolté. Si on prélevait un arbre par-ci, un arbre par-là, comme la plupart des gens se l'imaginent, c'est énormément de parcelles qui seraient affectées. Si on pratique des coupes rases, en toute probabilité, c'est ce qui va se passer, parce que c'est beaucoup plus rentable. On utilise des grosses machines qui rentrent, qui défrichent entièrement le terrain, qui retournent le sol, donc qui détruisent la vie du sol, qui le tassent et qui enlèvent tout le bois qui est sur une parcelle. Ça, c'est une coupe rase et c'est une pratique qui est utilisée beaucoup en sylviculture industrielle parce que c'est beaucoup plus rentable, beaucoup moins cher de faire comme ça. Donc, tout dépend, mais en tout cas, ce que l'on dit, c'est que si le projet voyait le jour, l'équivalent de la forêt d'Irati disparaîtrait en moins de 10 ans. Et ça, pour produire quel pourcentage de dikérosène? C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur un projet test. Ça produirait 1,3% de la consommation de kérosène en France. Donc c'est marginal. Et il faut bien voir qu'au niveau de l'Europe, on demande qu'en 2050, il y ait 70% de carburant décarboné qui soit utilisé par l'aviation. Donc là, on démarre avec 1,3%, et pour ces 1,3%, on consommerait 500 000 mètres cubes de bois. Et pour les bateaux, pour le transport maritime, c'est de même grandeur. C'est-à-dire que c'est une première étape. C'est une première étape, et c'est bien là où il y a un risque. C'est-à-dire que cette première étape, on veut la franchir sans accepter les contraintes techniques de la rigueur des process industriels, parce qu'on est dans l'impasse. Il faut bouger et il faut effectivement pouvoir continuer à faire du transport maritime et du transport aérien. Donc, on est prêt à prendre les risques industriels et les risques écologiques pour pouvoir effectivement maintenir ce niveau de développement économique. Donc, c'est pour ça que ce projet est très important, car c'est une première étape. C'est un ballon d'essai. Voilà, si on laisse... Et un fer de lance. Voilà, c'est un ballon d'essai. Voilà. Si on laisse passer cette étape, on peut avoir derrière des dégâts beaucoup plus importants. Beaucoup de projets du même type qui vont s'installer en fait, et en France et en Europe. Et ce qu'il faut voir, c'est que actuellement,
on ne peut incorporer dans le kérosène des avions, dans les moteurs d'avions, que 1% de biokérosène. Donc, le porteur de projet dit notre carburant va décarboner à 70%. Eh bien, 70% de 1%, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0,7%. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il s'agit plus d'une démarche symbolique que d'une démarche qui va réellement pouvoir décarboner l'aviation, d'autant plus que le secteur prévoit de doubler la flotte mondiale d'ici 2040. Donc, même quand on fait des calculs sur la décarbonation, c'est une techno-solution, en fait, que d'utiliser ces biocarburants, hein, bio vraiment entre guillemets, parce que ça veut dire biomasse, ça ne veut pas dire que c'est bio, comme les cosmétiques. Donc voilà, ces solutions techniques ne vont pas arriver à compenser l'indispensable sobriété du secteur. Ne serait-ce qu'une légère réduction du trafic touristique aurait bien plus d'impact que de vouloir produire des carburants à base de biomasse forestière. Et ce que l'on voit bien effectivement dans ce projet, du moins ce que l'on voit, c'est effectivement qu'on va consommer du bois. Ce qui est déjà choquant, c'est-à-dire couper des arbres pour faire voler des avions, le commun des mortels comprend bien qu'il y a un problème. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que pour faire du carburant décarboné, aussi bien pour le transport maritime que pour le transport l'avion, il faut produire de l'hydrogène. Et pour produire de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Et de l'électricité décarbonée. Et l'ADEME, donc l'organisme national qui gère cette transition économique et qui la finance, a très clairement dit depuis le début que pour pouvoir tenir les objectifs de production d'hydrogène pour ces biocarburants, il faudrait créer au moins 14 EPR. Donc derrière, effectivement, ces projets de biocarburants, il y a tout l'enjeu de la production d'électricité décarbonée et donc tout l'enjeu de la stratégie nucléaire de la France. Pour en revenir à ECO, pour produire l'hydrogène, ils vont installer le plus gros électrolyseur du monde, qui va prélever 8 millions de mètres cubes d'eau dans le gave de Pau. Une partie va être rejetée. Le prélèvement net est moindre. Il reste très important, parce que ça sera quand même 4 millions de mètres cubes. Mais quoi qu'il en soit, avec cette eau du gave, ils vont produire de l'hydrogène pour tout le process qui suit derrière. Mais pour ce faire, ils ont besoin d'énormément d'électricité. L'électrolyseur va être de 520 mégawatts. 520 mégawatts, c'est plus que le double de ce qui existe actuellement dans le monde. Il y a un électrolyseur de 240 mégawatts en Chine, mais qui rencontre des problèmes de fonctionnement. Donc on va installer le plus gros électrolyseur du monde, et pour le faire fonctionner, il faudra l'équivalent de la consommation annuelle de tout le département des Pyrénées-Atlantiques en électricité. Donc imaginez déjà pour ce projet-là une telle consommation d'électricité. Si ces projets se multiplient partout en France, on ne sera pas en mesure de fournir l'électricité nécessaire, à moins d'installer énormément de nucléaire derrière. Peut-être des SMR, hein, ces mini-EPR dont on parle, ou des EPR, l'équivalent de 14 EPR pour produire ça. Et le mépris du respect des citoyens s'illustre avec ce projet d'électrolyseur, puisqu'il est prévu d'installer cet électrolyseur en pleine zone urbaine, à 100 mètres d'une route départementale très fréquentée et à 100 mètres d'habitation. Or, le kérosène est un gaz
extrêmement inflammable. L'hydrogène. L'hydrogène, pardon, est un gaz extrêmement inflammable et corrosif. Il suffit d'un simple frottement, même pas d'une étincelle, hein, il suffit d'un simple frottement pour qu'il explose. Donc cet électrolyseur aura une capacité de déflagration qui sera de la dimension d'une bombe atomique, hein. C'est clair. Et ça, effectivement, pour des raisons économiques, on l'installe sur un site industriel à Lacs, à côté d'une route départementale et de maisons d'habitation. À moins de 100 mètres des maisons d'habitation, c'est le seul projet de ce type. D'après nos études, c'est le seul projet de ce type à s'installer à moins d'1 kilomètre d'habitation. Et on a répondu aux riverains, certains élus ont répondu aux riverains que de toute façon, ils s'étaient installés à côté d'un site industriel. Donc tant pis pour eux. Céveso, quelque chose? Alors oui, le bassin de Lacs, il y a des classements Céveso déjà en place, bien sûr. Oui, oui. Donc on voit bien dans ce projet qui part d'une bonne intention pour effectivement éviter les catastrophes climatiques qui s'accumulent. On voit en fin de compte, quand on rentre effectivement dans le dossier, qu'il y a un enjeu au niveau de la biomasse forestière. C'est-à-dire que déjà, un premier projet pour 1,3% de kérosène, c'est des quantités massives de bois et donc une perturbation de toute la forêt du sud-ouest. On voit également qu'il faut des quantités d'eau énormes à prélever dans le Gave, alors que l'on sait que le débit du Gave ne cesse de baisser. Et on rajoute effectivement des prélèvements extrêmement importants, en même temps que l'agence Adour-Garonne vient de négocier une diminution de la consommation de 10% des utilisations actuelles. Donc ça, enjeu sur l'eau, enjeu sur le bois, enjeu sur l'eau, enjeu également industriel et sur la sécurité effectivement des personnes. On est effectivement dans ces problématiques qui sont là devant nous et bien sûr les porteurs de projets ne souhaitent pas trop qu'on discute de tout ceci. Et donc c'est bien la responsabilité des citoyens et des associations de faire passer l'information, d'expliquer les risques et de communiquer pour que les citoyens soient réactifs par rapport à tous ces projets. Les différents élus, parce qu'il y a les citoyens, il y a etc., mais les élus de l'intérieur, les directement concernés, et puis il y a ceux qui sont autour et qui pourraient être concernés par le problème des arbres, qu'est-ce qu'ils en disent? Quel est un peu le panorama? On est en train de répondre en même temps, mais il y a une sorte de trauma du bassin de Lacs. Le retrait de Total, le retrait partiel de Total, a abouti à une désindustrialisation du bassin de Lacs qui a été vécue par beaucoup d'élus comme un trauma, parce qu'il n'y avait plus la vanne des fonds qui étaient injectés dans les infrastructures locales, voilà, s'est refermé brutalement. Donc beaucoup d'élus, et on les comprend, sont contents de voir arriver de nouveaux projets industriels. D'ailleurs, je tiens à le souligner, nous ne sommes pas contre une réindustrialisation du bassin de Lacs. C'est juste la question est de savoir avec quoi on réindustrialise, quelles entreprises est-ce qu'on installe. Parce qu'il y a des entreprises réellement vertueuses qui pourraient s'installer dans cette région. Et ce n'est pas le cas du projet ECO. Ensuite, on leur fait miroiter 200 emplois directs sur site. Donc, dans une crise économique comme celle que nous traversons, 200 emplois, ce n'est pas sans importance pour les gens qui sont sur place. Mais d'un autre côté, et ça c'est important de le dire, une destruction de l'environnement conduit aussi à une destruction d'emplois.
et on ne le prend jamais en compte dans la comptabilité. Il se peut que la destruction de nos paysages aboutisse quand même à une diminution du tourisme vert. Il y aura des impacts peut-être sur la pêche, parce qu'il y a des eaux de rejet jusqu'à 30 degrés, et en période d'étiage et de niveau très bas du Gave, ça peut aboutir à un réchauffement des eaux dont les alevins ont besoin, dont les salmonidés ont besoin pour se reproduire. Donc ça peut avoir un impact sur le milieu aquatique qui aboutira à un impact sur la pêche et sur le tourisme de pêche. Et le plus important, et Jacques est plus à même, il peut mieux en parler que moi, c'est l'impact sur la filière bois existante du fait de cette énorme concurrence qui va s'installer pour les récoltes de bois. Au niveau des élus, sur la communauté de communes qui est la plus directement concernée, comme au niveau de la région, c'est parfaitement légitime d'essayer de maintenir un développement économique local. Et on comprend très bien que les élus sont mobilisés pour ce projet, qu'on leur a fait miroiter comme étant un projet qui allait permettre le redémarrage du territoire sur le plan économique. Quand on regarde les choses plus concrètement, donc là on ne peut pas leur en vouloir. En revanche, quand on regarde les choses, et c'est ce qu'on dit actuellement aux élus, attention, on vous a vendu un projet pourri. Ce projet, l'État a dit, vous allez nous tester la capacité à produire des biocarburants à partir de la biomasse. C'est pratiquement le seul projet en France avec de la biomasse, pratiquement le seul en Europe. On sait pertinemment que tout ce qui a été essayé précédemment a échoué. Et donc, on leur a vendu ce projet magnifique, mais on sait aujourd'hui, très clairement, que économiquement, il n'est pas viable, parce qu'il n'est viable que s'il y a des subventions de l'État au titre de la transition énergétique et que s'il y a les crédits carbone qui permettent d'équilibrer, car ces nouveaux carburants coûtent 4 à 5 fois plus cher que les carburants antérieurs. Or, quand on regarde les choses très concrètement, on sait que la forêt française va être très rapidement en bilan carbone négatif. Ce qui veut dire que si on utilise de la biomasse forestière, on va accélérer ce bilan carbone négatif. Donc, il n'y aura pas, effectivement, amélioration du bilan carbone. Au contraire, il y aura accélération. Donc, ça veut dire que, concrètement, au final, on aura remplacé du carburant avec de l'énergie fossile par du carburant avec de l'énergie venant des arbres, mais dans les deux cas, les carburants vont émettre du CO2, et même sans doute plus avec la biomasse forestière qu'avec effectivement. Donc, il n'y aura plus de justification à donner des subventions et à avoir des crédits carbone. Et à ce moment-là, le projet économique s'effondre. Donc, sur le plan économique, c'est peut-être là qu'il y a le risque le plus grand pour le territoire. Un autre risque économique qui est majeur, comme l'évoquait effectivement Jeanne, c'est la concurrence au niveau des usages du bois. Les entreprises de la filière bois sur la Nouvelle-Aquitaine ont sonné l'alarme. Déjà aujourd'hui, ils sont en difficulté pour s'approvisionner. D'autant que la demande augmente. Tout le monde veut effectivement des maisons qui utilisent du bois, tout le monde veut effectivement des panneaux, tout le monde veut effectivement du bois énergie. Et donc, plastique qu'on remplace par carton et papier. Voilà, donc on se retrouve là actuellement avec des entreprises qui sont déjà en partie en difficulté parce qu'elles n'ont plus suffisamment de ressources et on rajoute de nouveaux usages. Donc on va vers une guerre commerciale et donc de la destruction d'emplois dans la filière traditionnelle.
Donc, ce dossier est emblématique des risques qu'on fait courir à la forêt et aux fonctions multiples de la forêt si précieuses, mais également, il est effectivement très fragile et très dangereux pour l'équilibre économique de la région et du projet lui-même. Voilà, donc il y a effectivement, les élus sont pris au piège et sont un petit peu otages d'un projet qui va les amener dans une impasse. Donc ces 200 emplois risquent de ne pas être pérennes. On voit que Shell, qui est quand même une grande multinationale, vient de fermer il y a peu de temps une usine similaire de biocarburants près de Rotterdam, alors qu'ils avaient commencé à construire. Et ils l'ont fermée officiellement par manque de rentabilité. Donc, pour que Shell en arrive à construire une usine entière, puis arrêter la construction en disant, voilà, finalement, on a des doutes sur la rentabilité, on peut aussi douter de la rentabilité d'un projet comme ECO, qui est porté par une start-up lyonnaise, une jeune start-up lyonnaise, qui n'était pas du tout spécialisée dans les biocarburants. Et c'est ce qu'on voit avec la French Tech, mais partout en Europe pareil, qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises, de jeunes start-up qui se lancent dans la course aux subventions et la course au crédit carbone dans le cadre de la transition écologique, la transition énergétique, absolument indispensable. Mais l'effet est qu'on a beaucoup de projets qui finalement ne sont pas tant que ça viables, qui poussent comme des champignons et qui disparaissent aussitôt. Donc on a envie de dire à ces élus, regardez de près ce projet et essayez de voir si il n'y a pas autre chose à faire. Des alternatives peut-être, on ne va pas en parler nous parce que ce n'est pas notre domaine d'expertise, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire ce type de projet sans la biomasse forestière. Et d'ailleurs, Elys Energy, donc porteur du projet, utilise d'autres procédés ailleurs. Ils ne font pas appel à la biomasse forestière ailleurs qu'à ECO, qu'à LAC, que dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est que des alternatives existent. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on a envie de dire aux élus, regardez de près ce projet. Est-ce qu'il est viable et qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquences qui, à notre sens, sont dramatiques pour le territoire. Est-ce que vous avez épinglé là, j'allais commencer à vous demander, et puis vous avez démarré tout seul sur les autres inconvénients que vous aviez collectivement relevés, vous en avez énuméré déjà quelques-uns. Est-ce qu'il y a d'autres points noirs donc on a parlé de l'économie, on a parlé de l'environnement direct, est-ce qu'il y a d'autres points qui n'étaient pas forcément à la portée des gens qui voient cette idée? Le point qui était pas perçu ni par les décideurs européens et nationaux, ni par les industriels, c'est la fragilité de la forêt. Ce qui se passe en ce moment, c'est un renversement de tendance majeur, historique, au niveau de l'évolution de la forêt française et européenne. Pendant tout le XXe siècle, plus le CO2 a augmenté dans l'atmosphère, plus les arbres ont capté ce CO2, et donc il y a eu une croissance des arbres de plus en plus importante. Et en même temps, il y a eu la déprise agricole, et donc il y a eu beaucoup d'espaces agricoles qui ont été reconvertis de fait en forêt. Donc on avait une expansion de la forêt, et tout le monde a rêvé de cette énergie qui était dans les arbres, une énergie renouvelable, car il suffisait de couper les arbres pour qu'ils repoussent. Et donc c'était un processus infini. Et on a dit, mais c'est bien sûr, on n'a pas de carbone fossile, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de charbon, mais on a les forêts, une énergie renouvelable à l'infini. Et toutes ces politiques publiques,
transition énergétique comme politique forestière, ont été bâties sur cette fiction. Or, depuis 10 ans, à peu près, il y a eu un renversement de tendance. C'est-à-dire que les arbres, comme les humains, ont été impactés par le réchauffement climatique. Et pour une raison très simple, quand il fait très chaud, les humains se protègent. Ils ferment les volets. Les arbres font pareil. Ils ferment effectivement tous les petits trous qui leur permettent d'absorber le CO2 et de faire fonctionner l'assimilation chlorophyllienne. Et donc, d'un seul coup, la productivité des arbres a diminué. Donc, on a eu une baisse de la production de bois par les mécanismes naturels. On a eu en plus une fragilité des arbres qui malgré ces protections, n'ont pas pu s'adapter. Et donc, la mortalité des arbres a augmenté de 100%, a doublé en moins de 10 ans. Avec des maladies, avec des incendies, avec des fragilités. Aujourd'hui en France, on a 800 000 hectares qui sont déjà dépérissants, ce qui veut dire subclaquants. Et c'est un vrai effondrement. Donc, on a lancé ces nouveaux projets au moment où on sait que la forêt ne sera pas capable, effectivement, de s'adapter. À tel point que tous les experts et les professionnels sont d'accord, la forêt sur laquelle on comptait avec son fameux puits de carbone forestier, comme dont on a parlé dans tous les médias, le puits de carbone forestier va nous aider à absorber l'excédent de carbone que l'on a dans l'atmosphère. Eh bien, ce puits de carbone forestier, maintenant tous les experts sont clairs, il va être négatif dans quelques années. On ne sait pas si c'est dans 3 ans ou dans 10 ans, mais maximum dans 10 ans, le puits de carbone sera négatif. Donc, la forêt n'est pas la solution alternative sur le plan énergétique. Et donc, ces projets sont mort-nés. Et voilà, on est dans cette situation-là. Le risque est là, mais c'est un risque économique, parce que ça veut dire que c'est toute la stratégie bas carbone de la France et de l'Europe qui est impactée, qu'il faut revoir, mais c'est également un risque écologique, car effectivement, si ces projets perdurent, on va rajouter effectivement de la destruction de forêts à ce qui se passe actuellement sur le plan naturel de l'évolution, avec le réchauffement climatique. Et donc on est effectivement confronté, oui, on va être confronté dans quelques années à une perturbation sur la forêt, alors qu'on a extrêmement besoin de ces forêts, et notamment dans les villes, pour réguler le réchauffement climatique. Voilà, donc on est dans cette contradiction totale. C'est donc des enjeux extrêmement lourds. Et on entend dire par certains membres, par certains sylviculteurs de la sylviculture industrielle, on entend dire, puisqu'elle est dépérissante, autant l'abattre, hein, le chien à la rage. Donc, il y a 2 mythes en fait. Il y a le mythe de la forêt renouvelable dans l'immédiat, qui ne tient pas compte du cycle de vie des arbres et du fait qu'il faut 10, 20 ans, voire bien plus, pour qu'un arbre qui vient d'être planté puisse absorber la même quantité de CO2. Donc, en fait, le renouvellement de la forêt est très lent en termes de séquestration de CO2. Si on plante des arbres actuellement, en plus, ils sont impactés par le réchauffement climatique. Les arbrisseaux, les plantations ont tendance à ne pas prendre. Donc, remplacer des forêts vivantes par des plantations nouvelles est un pari risqué. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, l'autre mythe consiste à dire, puisque les forêts ne vont plus absorber de CO2, autant s'en débarrasser, on n'en a plus besoin. Mais les forêts rendent d'autres services climatiques indispensables à la vie. La régulation du cycle de l'eau, l'effet éponge, qui fait qu'on a beaucoup moins d'inondations là où il y a des forêts, notamment sur les coteaux de nos gaves de montagne. La présence des forêts est absolument indispensable.
Une baisse des températures a été constatée par des études récentes aux États-Unis, une baisse globale des températures là où il y a de la forêt. Les rivières volantes, c'est-à-dire le fait de transporter l'eau des côtes vers l'intérieur des terres, qui fait que si on abat des forêts, si on détruit des forêts en bordure de mer, c'est la sécheresse à l'intérieur des terres. On peut continuer comme ça indéfiniment. La biodiversité, il y a dans nos forêts des Pyrénées des oiseaux qui sont absolument protégés. Si on détruit leur habitat, ils vont disparaître. Donc ça se rajoute à la chute vertigineuse des espèces à cause du réchauffement climatique. Et enfin, dernier mythe, on croit que c'est que le réchauffement climatique qui est responsable de ce basculement en puits de carbone négatif. Mais il s'avère que les pays européens qui sont en train de basculer, qui ont déjà basculé en puits de carbone négatif, ce sont aussi ceux qui ont surexploité leurs forêts. C'est la Finlande et l'Estonie. Et donc, une bonne partie de la destruction du puits de carbone est due à une surexploitation, à une surrécolte en forêt actuellement. Les ONG grands protecteurs de la forêt, que sont Fern, par exemple, au niveau européen, ne cessent de le souligner. Il n'y a pas que le réchauffement climatique qui détruit la forêt actuellement et qui détruit le puits de carbone. Donc l'Académie des sciences a mis en garde, il faut cesser de vouloir rajouter de nouveaux usages, il faut se limiter aux usages absolument essentiels du bois. On parle beaucoup actuellement dans l'actualité de la crise agricole. Et la crise agricole est essentiellement, partout dans le monde, mais notamment en Europe, le résultat d'une industrialisation de la production agricole. Donc on le constate, c'est aujourd'hui dramatique pour les agriculteurs, mais également pour la souveraineté alimentaire de l'Europe. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui en forêt, on est en train de vouloir mettre en place une industrialisation de la production de bois. C'est-à-dire de copier effectivement ce modèle agricole qui a échoué, on veut le transposer au niveau de la forêt, où on considère que la forêt, c'est une usine à bois. Alors qu'une forêt, la production de bois, c'est au niveau des enjeux presque marginal par rapport aux autres enjeux des multifonctionnalités de la forêt. Si on considère effectivement le bien-être non seulement des humains, mais de la vie. C'est-à-dire que les forêts, il ne faut pas l'oublier, au niveau mondial, et au niveau européen et au niveau français, les forêts, c'est la première matrice de la vie. C'est là qu'il y a le plus de concentration de vie. Et notamment en forêt, ce qu'on oublie encore plus, c'est que l'essentiel de la vie, c'est dans le sol forestier. C'est là qu'il y a le plus de diversité de la vie. Or, effectivement, si on industrialise la forêt, on casse cette multifonctionnalité pour n'avoir qu'une vision à court terme de la production de matières premières. Voilà, donc on a tous ces enjeux qui sont en train de se télescoper, et à partir de ce projet éco, on constate concrètement les risques et la nécessité pour les citoyens de se mobiliser. C'est le job des associations. Concrètement, quand ils pratiquent une coupe rase avec une plantation qui suit ou pas, la pratique des coupes rases, donc l'industrialisation de la forêt, consiste à défricher entièrement une parcelle forestière, retourner le sol, donc détruire la vie du sol, le tasser avec de lourds engins, planter derrière des arbrisseaux, et souvent maintenant, comme la vie du sol a été détruite, il faut introduire des engrais et traiter contre les bioagresseurs. Donc, il y a des phytosanitaires qui arrivent derrière. Donc, on est vraiment dans ce même modèle agricole appliqué à la forêt où on va planter
des monocultures qui sont agressées beaucoup plus facilement par des scolites et autres bioagresseurs, surtout avec le réchauffement climatique. On plante des belles rangées de monocultures d'arbres, essentiellement du peuplier et des résineux à pousse rapide parce que c'est plus rentable. Donc disparaît la forêt multi-essences beaucoup plus résiliente, beaucoup plus résistante au réchauffement, aux incendies, etc., pour laisser place à ce qu'on a vu dans les Landes, quand il y a eu les gros incendies. Les résineux, ce sont des bombes inflammables. Les pompiers réclament justement qu'on plante autre chose à la place. Là, on va avoir beaucoup de monocultures de résineux et beaucoup de monocultures de peupliers, d'essence à pousse rapide, avec en dessous un traitement qui détruit non seulement la vie du sol, mais aussi les insectes, donc les oiseaux, donc tout le reste, toute la chaîne alimentaire derrière, exactement comme en agriculture industrielle. Donc, un mot d'espoir quand même, parce que quand on parle de tout ça, c'est assez... On n'en est pas encore là, justement. C'est assez inquiétant. Contre ça. Et ce qu'il faut effectivement aussi dire, c'est que les forestiers, et notamment les gestionnaires, mais aussi les chercheurs, sont persuadés que les forêts qui existaient il y a 300 millions d'années existeront dans 300 millions d'années. Parce qu'il faut bien savoir que le potentiel génétique des forêts est 10 fois supérieur au potentiel génétique des humains. Donc il y a des gènes qui sont capables effectivement d'adapter la forêt aux nouveaux enjeux climatiques ou aux nouveaux environnements. Le problème, c'est que les forêts, ça s'adapte, mais sur le temps long. Donc dans 100 ans, 200 ans, il y aura effectivement, grâce à la résilience et à la capacité génétique des arbres, il y aura effectivement des forêts demain. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est la période transitoire. C'est-à-dire pour nous, notamment humains, on est confronté à la crise climatique maintenant. Tout se joue dans les 10 ans qui viennent. On ne peut pas attendre un siècle. Donc les arbres peuvent attendre un siècle. Nous, on ne peut pas attendre. Le problème, il est là. Alors, comme le disent mes anciens collègues forestiers, ils me disent, il ne faut pas s'inquiéter pour les forêts. Elles seront là demain. L'espèce humaine... de ne pas les abattre aujourd'hui. Voilà, l'espèce humaine, on ne sait pas. Mais les arbres, ils seront là, donc il faut garder espoir, les arbres seront sauvés. Mais il faut préserver ce patrimoine génétique, il faut préserver ce qu'il y a de forêt actuellement pour permettre une survie de la forêt à l'horizon de 50 ans, 100 ans, etc. C'est vraiment le moment clé pour éviter la destruction de la forêt. Et les chercheurs font un travail énorme en ce moment. Les chercheurs et les forestiers qui gèrent les forêts sont dans une phase intense d'expérimentation pour effectivement faciliter cette adaptation des forêts. Mais les forêts, ce n'est pas des radis. C'est-à-dire que quand on fait une expérimentation, il faut attendre plusieurs dizaines d'années pour commencer à tirer quelques enseignements de l'expérimentation. Voilà, donc on n'est pas sur le même pas de temps. C'est-à-dire que les hommes de plus en plus vivent sur du court terme, mais les forêts, elles vivent sur du long terme. Et donc là, il y a souvent une incompréhension, et notamment au niveau du secteur économique, où on a la pression effectivement financière, le fric, avec les conséquences. Les crédits carbone. Hein, c'est effroyable. Il y a un gros projet de biochar au Canada actuellement qui veut produire 350 000 tonnes de biochar à l'horizon de 2030, qui est un projet de Suez, compagnie française. Et on n'a pas parlé du biochar, mais ils ont déjà vendu 36 000 crédits carbone à Microsoft, alors que l'usine n'existe pas encore. Donc on voit bien, c'est un marché dont le moteur est la subvention et le crédit carbone, et qui est de ce fait quelque part coupé de la réalité.
Alors le biochar, c'est très intéressant, c'est les Shadocks. C'est les Shadocks, c'est-à-dire que les grands esprits ont dit, mais c'est vrai que les arbres, ça meurt, ça part en fumée dans les cheminées. Ben, si on les prenait et qu'on les coupe, qu'on en fasse du charbon de bois, comme dans le temps, et que ce charbon de bois, on le mette dans le sol, ben le carbone des arbres serait stocké pour des centaines d'années. C'est génial. Et donc, mais c'est bien sûr. Donc aujourd'hui, cette idée qui a été émise par le GIEC au début, le GIEC l'avait émise en disant c'est les déchets de bois. Tous les morceaux de bois non utilisés, etc. Et les déchets agricoles. Et les déchets agricoles, il faudrait pouvoir les récupérer pour les mettre en pyrolyse, les transformer en petites lamelles de carbone et les mettre dans le sol. Mais sous les enjeux effectivement financiers du court terme, on s'est dit, mais c'est bien sûr. Et donc, on va couper les forêts, on va les transformer, on va brûler les arbres, faire du charbon de bois et on va les mettre dans le sol. Et sur les Pyrénées-Atlantiques, à côté de lac, à 50 km de lac à peu près, il y a une usine de biochar qui est en projet avec 130 000 mètres tonnes de bois qui vont être coupés, en plus des bois d'éco, pour faire du biochar. Donc au niveau du collectif Forêt Vivante des Pyrénées, on est mobilisé sur ces deux projets. Hein, parce que c'est non seulement donc, sur les Pyrénées-Atlantiques, il y a ce projet éco, il y a également le projet biochar, mais si on élargit sur la Nouvelle Sud-Ouest, on s'aperçoit que sur Tartas, la grande usine de Tartas, les Américains qui en sont propriétaires ont lancé une usine spécifique pour produire du carburant pour les voitures terrestres. Et eux, ils disent, les Américains disent très clairement, nous, on n'est plus une usine de fabrication de cellulose, on est une usine de raffinage d'arbres. Carrément, on raffine. Ils disent, mais c'est logique, hein. Il y a dans les arbres la même chose que dans le pétrole. On ne peut plus raffiner le pétrole, on va raffiner les arbres. On a ça dans le sud-ouest. Mais on a également, juste en bordure du sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, une usine qui veut fabriquer des panneaux de particules pour les bâtiments. 1 million de mètres cubes de bois, le projet. Vous avez sur le Limousin un projet de doublement d'une scierie qui est déjà une scierie géante, une usine de pellets. Vous avez dans le Tarn-et-Garonne une autre usine géante de scierie qui effectivement mobilisera près de 400 000 mètres cubes de bois. Vous avez juste au-dessus, en Auvergne, la région Auvergne a bloqué 85 hectares pour faire un pôle industriel bois, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une multiplication de projets, c'est-à-dire qu'on reste toujours sur cette fiction que la forêt est inépuisable. Et donc, si tout ceci ne s'arrête pas, on va vers une catastrophe. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'association, du collectif, on demande un moratoire sur tous les projets. Ce n'est pas uniquement sur ce projet, effectivement, éco, mais c'est sur l'ensemble des projets, tant qu'on n'y voit pas clair, tant qu'on ne mesure pas les risques que l'on prend, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et donc, tout l'enjeu est là. Et donc, il est clair que l'État ne comprendra que lorsqu'on lui mettra une très, très, très grosse manifestation dans les rues. Malheureusement, c'est ça.